Il est l'un des investisseurs les plus emblématiques de notre époque. Depuis la création de son fonds en 1999, il a délivré une performance de 25% par an, très largement au-dessus de la performance du S&P 500. Il a utilisé aussi son bon sens pour des projets caritatifs. Warren Buffett lui-même lui a envoyé une lettre lui disant qu'il était épaté par ce qu'il a accompli et qu'il est content que son bilan ne soit pas comparé au sien chaque année. Comment cet ingénieur sans formation en finance, né dans les années 60 à Mumbai en Inde d'une famille très modeste, s'est retrouvé aujourd'hui avec une fortune de plus de 2 milliards de dollars, à jouer au bridge avec Charlie Munger les vendredis après-midi avant son décès, à recevoir l'éloge de Warren Buffett en public et à se promener de temps en temps avec John Elkann, l'héritier de la famille Agnelli en Italie pour parler bourse et investissement. Bonjour, je m'appelle Youssef Arabi, je suis le cofondateur de Master Bourse et dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur le parcours de Mohnish Pabrai, d'où il a commencé, comment il a fait évoluer son style d'investissement au fil du temps et de l'expérience, et surtout, quels sont ses meilleurs conseils pour les investisseurs particuliers comme vous et moi. Mohnish Pabrai est né en 1964 à Mumbai dans une famille modeste. Son grand-père était magicien et son père était un entrepreneur, mais sans grand éclat. Il a lancé une quinzaine d'entreprises et a fait plusieurs fois faillite. Il raconte aussi avoir été un élève particulièrement médiocre à l'école jusqu'à ce qu'un test d'intelligence lui apprenne qu'il possédait des facultés insoupçonnées. Il est ensuite parti étudier l'ingénierie informatique à l'université de Clemson aux États-Unis. En 1990, il a lancé un cabinet de conseil techno avec 100 000 $ en misant le tout pour le tout, 70 000 à crédit et les 30 000 restants en liquidant son propre plan d'épargne retraite. Et là déjà, on commence à voir quelques traits de personnalité et son appétence au risque. Et en 2000, à 36 ans, il revend son cabinet pour 6 millions de dollars. La même année, il achète le livre de Peter Lynch, One Up on Wall Street, traduit en français par « Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse ?» Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il découvre Warren Buffett et il a été impressionné par sa performance en bourse. Et là, il lâche pas le morceau, il continue de creuser et faire ses recherches et il découvre Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett et qui est considéré comme le père fondateur de l'investissement value. Alors par value, il faut comprendre, trouver en bourse ces entreprises qui cotent largement en dessous de leur valeur à la casse. C'est-à-dire que si demain on liquide toute l'entreprise, on paye l'intégralité des dettes et tout le monde, on se retrouve par exemple avec 100 millions de dollars de cash. Alors que toute l'entreprise, si on l'achète en bourse, vaut 40 ou 50 millions. Et donc en l'achetant à 40 par exemple, en la revendant à 80, on fait x2 et on est toujours en dessous de cette valeur à la casse. Et il a gagné beaucoup d'argent avec cette approche. Et il a résumé cette approche par pile je gagne, face je ne perds pas. Et je ne perds pas parce que le risque de perdre sur une entreprise aussi décotée est faible. Alors ça peut être décoté par rapport à sa valeur liquidative, donc son patrimoine, ou aussi par rapport à son PER, un PER de 1, 2 ou 3. Et globalement, de ce premier chapitre de sa vie d'investisseur, il a appris que faut pas chercher à réinventer la roue. Il suffit d'appliquer les enseignements de meilleurs prédécesseurs. D'ailleurs, il a même nommé son portefeuille The Shamelessly Cloned Portfolio, ce qui veut dire en français le portefeuille cloné sans vergogne. Aucune honte à copier le style des meilleurs, voire même leurs idées d'investissement si on arrive à les comprendre. Le deuxième enseignement qu'il a appris très tôt avec Graham est que le cours de l'action ne reflète pas toujours sa valeur intrinsèque, ce qu'elle devrait théoriquement valoir. Et si on achète avec une marge de sécurité, on peut vraiment gagner beaucoup en bourse. Marge de sécurité, un mot compliqué pour simplement dire une décote. En 5 ans d'ailleurs, il a eu 2 actions qui ont fait x100. Comment est-ce possible de gagner autant d'argent si le marché était tout le temps rationnel et efficient et les cours des actions étaient tout le temps corrects? Troisième enseignement, qu'il ne l'a pas vraiment appris mais l'a appliqué au quotidien, il faut toujours rester curieux. Et c'est probablement la qualité la plus précieuse pour réussir en bourse. Pabrai a commencé avec Peter Lynch et il a continué de tirer les ficelles. Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger et ainsi de suite. Par la suite, son processus d'investissement a continué d'évoluer en intégrant de plus en plus la croissance des profits et ne dépendait plus uniquement des actifs ou du faible PER. Et ça, c'est clairement visible entre ses interventions au début des années 2010 et ces dernières années. Et cette évolution s'est inscrite justement très progressivement dans la durée, et certainement avec l'influence aussi de Charlie Munger et aussi de son ami Thomas Phelps qui a écrit le livre 100 to 1 in the Stock Market. D'ailleurs, il cite souvent ce livre
et celui de Christoph Mayer, 100 Baggers, qui est très connu. Et aujourd'hui, il n'a pas perdu réellement ce côté value, mais il va vraiment intégrer dans son raisonnement la qualité des profits et le potentiel de croissance. Il va chercher ces entreprises qui sont capables de faire progresser leurs actions 10, 100, en disant que même si l'action est aujourd'hui légèrement surévaluée, ce n'est pas très grave. Faut pas vendre très tôt un gagnant. S'il y a de la place pour continuer de croître, il faut laisser l'action tranquille faire sa vie. Et je ne vais pas prendre mes bénéfices très tôt. Et ça, c'est très différent des enseignements de Graham qui étaient vraiment axés sur les actifs tangibles de l'entreprise et le bénéfice actuel. Et il recommandait de prendre ces bénéfices rapidement dès que la décote se réduit. Pour Pabrai, la pire erreur d'un investisseur, c'est de vendre un gagnant. Et c'est vraiment après la publication de la lettre aux actionnaires de Warren Buffett en 2022 où il a commencé à développer cette idée sérieusement et en public. Dans cette lettre, Warren Buffett disait « Au fil des ans, j'ai commis de nombreuses erreurs et de ce fait, en réalité, notre collection d'entreprises, et il en a beaucoup, se compose de une douzaine d'entreprises qui ont des fondamentaux exceptionnels, de nombreuses entreprises qui ont des très bons fondamentaux et un grand groupe qui est plutôt marginal. Et dans le jargon de Warren Buffett, ça veut dire un grand groupe d'entreprises médiocres et décevantes. Mais si vous connaissez Warren Buffett, vous savez qu'il aime toujours valoriser ses directeurs et leur travail, il ne va jamais les critiquer en public. Et Pabrai a pris ce passage de la lettre de Warren Buffett et il a calculé que Warren Buffett a acheté durant sa carrière quelques 300 entreprises. Et sur ces 300 entreprises, à peu près, la très belle performance de Warren Buffett tient à 12 investissements qui ont littéralement tout changé. 12 sur 300, ça fait 4%. Donc en clair, 4% suffit à plus que compenser les 96% de décisions moyennes, voire médiocres. Et pour Pabrai, et ce qu'il veut transmettre à des investisseurs particuliers comme vous et moi, le plus important n'a pas été d'investir dans ces 12 investissements incroyables. Tout le monde peut acheter des actions. Tout le monde peut acheter du Air Liquide ou du Hermès. Buffett en a acheté des 300 entreprises. La clé du succès, c'est de les avoir gardées et laisser leurs actions se démultiplier, sans les vendre pour sécuriser les gains et aller renforcer des perdants. C'est ce qu'il appelle encercler les wagons. Et ça, c'est une analogie à une pratique des pionniers américains durant la conquête de l'Ouest. Quand ces pionniers étaient menacés par une attaque d'Indiens ou une attaque des animaux sauvages, ils formaient un cercle avec leurs wagons pour créer une sorte de fortification et protéger à l'intérieur les personnes, le bétail et leurs biens. Et pour Pabrai, un investisseur doit s'inspirer de ça et appliquer la même défense à son portefeuille avec des grands gagnants. Et comment concrètement? En ne faisant pas l'erreur de les vendre trop tôt. Il faut fortifier le portefeuille avec ses gagnants. Alors, il est certain qu'en procédant ainsi, on risque de garder aussi des perdants. Ça, c'est certain. Mais pour Pabrai, au pire, une action perdante ira à 0. Un cours ne peut pas descendre en dessous de 0. Par contre, un gagnant peut voir son cours multiplié par 10, 50, 100. Mais pour ça, il faut le garder, même si la route ne sera certainement pas en ligne droite. Ce qui est très intéressant aussi dans le raisonnement de Pabrai, c'est qu'il prend l'exemple de Benjamin Graham lui-même, le mentor de Warren Buffett. Je disais au début de cette vidéo qu'il encourage à prendre ses bénéfices dès que l'action monte et la décote sur actif se réduit. Ça, c'est ce que Benjamin Graham disait officiellement dans ses livres, L'investisseur intelligent ou encore Security Analysis. Par contre, ce que Graham n'a jamais écrit dans aucun de ses livres, c'est que en 1948, il a acheté 50% d'un assureur qui s'appelle Gecko pour $712 000. Et il n'a jamais vendu ses actions Gecko. Et l'action Gecko n'a pas toujours été value. Par moment, elle était un peu surévaluée. Et à sa mort en 1976, donc 28 ans plus tard, ces $712 000 sont passés à 95 millions. Il a multiplié son capital par 135 dans cette affaire, et c'est sans compter les dividendes. Et Graham n'a jamais écrit un mot sur cet investissement qui aura été son plus gros succès. Tous ses écrits parlent d'entreprises décotées, de valorisation bradée, de prendre ses bénéfices rapidement dès que la décote se réduit, mais à aucun moment d'acheter des business de grande qualité et de les laisser croître. Et pourtant, une bonne partie de la fortune du père fondateur de l'investissement value et de net et de valeur liquidative est faite avec Gecko. L'autre aspect intéressant est que Graham était quelqu'un qui insistait vraiment sur la sécurité. Et pour lui, ça passait par une décote, la recherche de décote, et aussi une très forte diversification du portefeuille pour réduire le risque. Pourtant, dans les faits, Gecko représentait 25% de son portefeuille. Et ça, c'est un autre aspect aussi de la gestion de Mohnish Pabrai, la concentration du portefeuille. Pour lui, il y a des centaines de milliers d'entreprises cotées en bourse dans le monde. Mais les entreprises qu'on arrive à comprendre ne sont pas aussi nombreuses. Et une bonne partie de son succès d'ailleurs, c'est qu'il refuse en bloc 99% des idées d'investissement. Parce qu'il n'arrive pas à les comprendre. S'il n'arrive pas à comprendre le business, la concurrence, les produits de l'entreprise, ses perspectives, il n'y va pas, peu importe à quel point la promesse est belle. Il n'y a pas non plus 100 ou 200 investissements évidents
Et donc, quand il se retrouve en face d'un investissement qui présente un risque-rendement très asymétrique, il n'hésite pas à y rentrer en force et à concentrer son portefeuille. Mais pour ça, évidemment, il faut la bonne psychologie qui va avec. Parce que, évidemment, un portefeuille très concentré va être un portefeuille très volatile. En 2018, par exemple, il avait 70% de son portefeuille sur 2 actions. Et le portefeuille a baissé de 42% sur l'année. Bon, faut pas trop s'inquiéter pour lui, il fait du 25% par an depuis 25 ans. Et en réalité, ses pires erreurs ont été, encore une fois, de vendre des gagnants trop tôt. Il a par exemple acheté l'action Fiat en 2013. C'était un investissement vraiment value, pas cher, PER très faible. Il a investi quelques 70 millions et a gagné 350 millions les années suivantes. Et dans ses calculs, en achetant Fiat, il n'a même pas considéré la filiale de Fiat qui s'appelle Ferrari. Il ne comprenait pas la qualité de Ferrari. Et quand le management de Fiat a séparé Ferrari et l'a coté en bourse et a distribué ses actions aux actionnaires de Fiat et donc de Pabrai, il a tout vendu, les actions de Fiat et Ferrari. Mais en réalité, s'il avait juste gardé les actions de Ferrari, à l'époque, c'était une toute petite participation de son portefeuille. Il aurait gagné aujourd'hui 500 millions de dollars en plus. Et je pense que c'est vraiment ce genre d'expériences marquantes qui l'ont amené à se remettre en question, à apprendre de ses erreurs et à partager ses enseignements, aux particuliers, avec ce concept de encercler les wagons et de ne pas couper les roses pour aller arroser les mauvaises herbes. Si on résume sa philosophie d'investissement, ne pas investir dans des business models trop complexes. Ça paraît évident, mais quand on voit le nombre de particuliers qui investissent dans des entreprises tech qui ne gagnent pas d'argent, ces particuliers n'arrivent même pas à expliquer les produits de ces entreprises, il y a de quoi faire réfléchir. Il n'investit pas non plus en fonction de la macroéconomie. Ça, on n'en a pas parlé directement, mais vous avez compris qu'il est orienté 100% analyse entreprise, peu importe la conjoncture. C'est le business qui compte. Il se remet aussi en question continuellement et continue d'apprendre. Il faut être sincère avec soi-même. Il ne cherche pas à réinventer la roue aussi, mais copie sans vergogne le process et la façon de faire des meilleurs avant lui. Et il gagne du temps avec ça. Il cherche constamment à bien s'entourer pour continuer de progresser. Pour la petite anecdote, ici, Warren Buffett a mis aux enchères pour une œuvre caritative, un dîner avec lui, le grand Warren Buffett. C'était en 2007. Et c'est Pabrai qui a remporté les enchères en payant 650 000 $ pour avoir un dîner avec Warren Buffett. Et il racontait après que ce dîner valait chaque centime dépensé. Et d'ailleurs, c'est probablement comme ça qu'ils sont devenus amis par la suite. Dans les autres enseignements, en étudiant Pabrai, on peut voir qu'il peut se montrer très téméraire et accepter la volatilité quand le risque-rendement est très asymétrique et en sa faveur, tout en restant objectif et honnête avec lui-même. En 2009, par exemple, son fonds a perdu 67%, les 2/3. Et il a expliqué à ses investisseurs qu'il s'est montré stupide et que ce n'était pas la faute du marché ou des autres investisseurs. Il n'a pas blâmé les banques d'affaires ou les crédits subprimes. Et par-dessus tout, l'enseignement ultime, c'est de ne pas vendre trop rapidement les gagnants et ce concept d'encercler les wagons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à ce simple concept. Il a donné aussi des idées sur comment trouver des gagnants. Et ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des prochaines vidéos. Au revoir.